Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Jack Miller nudging him wide as well. And the start. Oh, Miller and Mir, side to side. They bash into each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de C'est qui en Paul. Aujourd'hui, c'est le numéro 170 et on va vous débriefer le Grand Prix d'Aragon en Espagne. Et pour m'accompagner, je suis avec Thibaut. Salut Thibaut. Salut. Ça va? Bah ça va et toi? Ouais, super, merci. Et on est aussi accompagné de François. Salut à tous. Ça va François? Ouais, ça va, merci. Bon, super. Sans plus attendre, on va passer aux news. Alors, en Moto 3, David Munoz signe avec l'équipe Intact GP en remplacement de Colin Berrer, qui lui part chez Ajo en Moto 2. En Moto 2, Vietti et Alonso sont annoncés chez Speed Up pour 2025. Alors, pour Alonso Lopez, il s'agit d'une prolongation. Et pour Vietti, c'est une arrivée dans le team. Manuel Gonzalez, quant à lui, va signer chez Intact GP à la place de Darren Binder. Senna Angus, quant à lui, continue avec l'équipe. Et David Alonso devrait prendre la place de Dixon, chez Aspar. Thibaut, est-ce que tu nous parlais des news du MotoGP? Ouais, alors Paul Espargaro est annoncé en wildcard bien entendu avec KTM pour le Grand Prix de Misano donc le week-end prochain. Enfin, Fermin Adleger a été officialisé chez Ducati Gresini pour 2025-2026. Alors ça, c'est pas vraiment une surprise, on le savait bien, mais il manquait plus que l'officialisation. Gresini, donc, qui prolonge aussi son contrat de Ducati avec l'équipe Ducati, avec le constructeur Ducati d'un an supplémentaire, donc jusqu'à fin 2026. Côté Honda, Somkiat Chantra arrive en MotoGP dans l'équipe LCR Honda. Il remplacera Takaaki Nakagami qui deviendra le pilote de développement HRC directement au Japon. Et Chantra, c'est le premier pilote thaïlandais en MotoGP. Et côté Yamaha, Dean Jarvis avait annoncé son départ il y a quelques temps. Et donc il sera remplacé par Paolo Pavesio à partir de la saison prochaine. Donc Paolo Pavesio qui aujourd'hui est un peu directeur marketing du côté de Yamaha. François, est-ce que tu me parlais des news diverses? Ouais, pour les diverses news, là, on sait que le circuit de Brno est de retour au calendrier à partir de l'année prochaine. Le GP de Thaïlande ouvrira la saison, ce qui est assez cool. Ça change un petit peu du Qatar. Donc pour la première manche de 2025 qui est prévue le 2 mars. On ira aussi en Hongrie sur le circuit de Balaton Ring. C'était un serpent des mers depuis plusieurs saisons. On verra toutefois si le GP est pas annulé. Ça, on sait jamais. Mais si on va en Hongrie, cela signifiera la fin de Portimao, les autorités portugaises n'étant plus enclins à payer suite à des changements politiques, etc. Ce qui serait, je pense, un peu dommage parce qu'on a quand même un beau tracé à Portimao. Ah, c'est sûr, avec cette compression, je crois que tout le monde l'aime bien. Ouais. Sans transition, on va passer à la Moto 3. Alors, pour les qualifs, une piste sèche pour les qualifications après une séance matinale qui s'est déroulée sur piste mouillée. Et même dans le désert, il peut pleuvoir. Yamanaka ne réussit pas à passer en Q2. C'est la seule petite surprise de cette session puisque les pilotes qui passent sont Bertele, Rosato, Ferrioli et Ogden. La pole revient à David Alonso pour 4 dixièmes devant José Antonio Rueda. David Munoz, quant à lui, Angel Piqueras, Kelso vont rentrer dans le top 5 et dans les favoris, Olgado part 7ème, Berrer 9ème, Ortola 10ème. Alors la course, on a un super beau départ d'Alonso, lui qui réalise le all shot. Il va attaquer d'entrée pour compter jusqu'à 1 seconde 5 d'avance sur ses poursuivants. Au fur et à mesure des tours, son avance va grimper jusqu'à plus de 2 secondes 5. On se dit que la course va être longue pour les téléspectateurs puisque à ce moment-là de la course, on voit pas vraiment qui peut venir le titiller. Il paraît vraiment intouchable. Mais trop attaqué, Alonso, 6 tours de l'arrivée, va commencer à se faire ramarrer par un groupe de poursuivants qui est
qui est amené par Berrer. Le pilote colombien va finalement dégringoler au classement au fur et à mesure des derniers tours, puisqu'il va se faire passer par Berrer, Rueda, Luneta pour ne parler que d'eux. Et à ce petit jeu-là, en fait, c'est finalement Rueda qui va s'imposer devant Berrer et Luneta. Et on va noter la belle remontada de Furisato qui est parti de la 15e place pour terminer 6e. Au classement général, du coup, David Alonso conserve le lead, puisqu'il compte 237 points. 2e Berrer, 3e Ortola, 4e Holgado, 5e Munoz. En petite discussion en post-course, on peut dire que Alonso semblait intouchable, mais finalement il a son style de pilotage, il a trop attaqué, du coup il a un peu trop grignoté ses pneus, et c'est vrai que sur le dernier tour de course on a vu une très belle remontada des poursuivants, et dommage pour lui parce que c'est vrai qu'on croyait vraiment qu'il allait avoir course gagnée. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, moi j'étais assez surpris qu'il dégrade les pneus autant que ça. Enfin, déjà dès le début de la course, je me suis dit bon c'est plié, parce que généralement quand il part comme ça bouge pas, il gère extrêmement bien ses courses depuis le début de la saison. Et là, j'étais quand même assez surpris de voir le pneu se dégrader aussi rapidement quand même. Oui, c'est ça, après, qui est vraiment surprenant, parce que en Moto 3, autant en Moto 2, cette année, on a quand même vu plusieurs fois des pilotes qui avaient des pneus qui se dégradaient rapidement et qui pouvaient passer de la 5e place à la 15e place. Autant en Moto 3, on a rarement vu ça. Et là, c'est vrai, Alonso était largement devant, enfin, tout le monde le voyait gagner, et d'un coup, ça s'est mal passé pour lui, et on a vu les autres pilotes le dépasser. Par contre, là où il a été fort, tant pis, il ne marque pas enfin, il ne gagne pas, il est pas sur le podium, mais il marque quand même de gros points pour le championnat. Surtout que on a par exemple des Holgado était en retrait, Ortola était en retrait, au final il y a que Colin Veyer qui lui reprend 7 points. Donc c'est un moindre mal pour lui. Ouais. Oui, c'est sûr. Ça c'est clair que en termes de gestion de championnat, il a très bien fait, hein. Il a pas forcé à essayer de se battre avec ceux qui étaient plus rapides. Enfin, mine de rien, c'est quand même encore une fois une course intelligente de sa part, hein. Il a été réfléchi par rapport à la situation, quoi. Alors peut-être que sur le début de course c'était peut-être trop attaqué, mais ensuite faut garder la lucidité, faut pas s'énerver, et faut accepter aussi de finir 4e pour justement marquer ces points qui sont très importants, quoi. Ouais, il a une telle avance au championnat, je pense qu'avec son avance qu'il a actuellement, il pouvait se permettre de perdre quelques points. Et justement, c'est toujours 13 points de marqué, il n'a pas chuté. Et là, il se retrouve avec 75 points d'avance sur Veilleur, donc non, c'est comme une bonne opération pour lui. Ouais, mais finalement, est-ce que c'est pas ce genre de course où il aurait peut-être pas dû attaquer, et puis faire la course en paquet, prendre des roues, et puis finalement, dans les derniers tours, là, mettre un petit peu de gaz Ouais, pour les distancer, parce que en fait, tu t'aperçois que il a attaqué les 3/4 de la course, mais finalement, ça servait pas à grand-chose, puisque il finit hors du podium, quoi. souvent, c'est vrai que depuis le début de saison, c'était ça. Alonso, on le voit pas pendant une bonne partie de la course, et sur le dernier tiers, il accélère et il finit par s'imposer. Là, il était plus rapide que les autres au départ, enfin dès le départ. Et non, je pense qu'il a eu la bonne idée de vouloir partir. Pas de chance pour lui, les pneus se sont dégradés. Ça lui servira peut-être de leçon pour le futur. Ou après, est-ce que c'est pas non plus un problème sur un pneu? Ça, on sait pas trop, mais au moins c'est bien, ça permet de voir, on peut avoir un peu de suspense malgré tout, parce que c'est vrai que les 7-8 premiers tours, tout le monde se disait qu'il allait gagner avec 5 secondes d'avance. C'est vrai que par rapport aux pneus, on n'a pas eu trop de plaintes des pilotes sur la dégradation des Pirelli depuis le début de la saison. En Moto 3, je parle. Ça se passe plutôt bien pour eux. Donc après, peut-être aussi qu'il est tombé sur le mauvais lot au niveau des pneus, hein. C'est ça. Mais bon, je pense que souvent quand même en Moto 3, pour prendre une si large avance, faut vraiment attaquer beaucoup, hein. Ouais, ça c'est clair. Parce que souvent, quand tu fais course en tête, souvent, t'es quand même beaucoup obligé d'attaquer, parce que quand t'es en paquet, t'as toujours l'aspiration qui joue. Et là, je trouve que ça s'est vachement vu sur cette course, en tout cas. Oui, et puis c'est rare les courses en tête, en tout cas,
en Moto 3. Et puis il y a deux grandes courbes qui attaquent vraiment le pneu au niveau du flanc, donc peut-être aussi le circuit et le profil du circuit fait que il a plus abîmé le pneu arrière que d'habitude, mais bon, tant pis pour lui. Ouais. C'est quand même pas un mauvais résultat, 4e. Non, c'est quand même pas dramatique. Non, et puis je pense aussi là pour Alonso, on n'a pas parlé, mais l'asphalte est quand même très particulière sur ce GP, donc on en parlera surtout en MotoGP. Et je pense que tous les pilotes ne savaient pas trop comment faire pour gérer leur course. Autant d'habitude, ils ont des datas, enfin ils savent plus ou moins comment vont réagir les pneus. Et c'est vrai que là, je pense que personne ne savait vraiment quelle était la meilleure solution. On avait vu par exemple un Forzato, je crois qu'il y avait un pneu qui était complètement différent des autres pilotes. Il était en pneu temps. Enfin, après voilà, je pense quand même c'était assez difficile pour eux. Leur gestion de la gestion de la course était difficile quand même pour les pilotes. Est-ce qu'on peut quand même signaler que le numéro 58 est remonté sur le podium depuis très longtemps, puisque Lunetta fait partie du team 658. Ouais. Ça vous a un peu inspiré ou pas? Ouais, Lunetta, moi c'est vraiment une sorte de coup de cœur depuis le début de saison. Je le connaissais pas tellement, donc il est rookie. Et c'est vrai qu'il est là depuis 5-6 Grands Prix. Il a vraiment progressé. Il est régulièrement aux alentours de la 5e place. Et là, ce podium, c'est amplement mérité par rapport à ce qu'il montre depuis 5-6 courses. Donc non, c'est vraiment bien. Puis c'est vrai que voir un peu le numéro 58, l'équipe 658 sur le podium, c'est toujours sympa et ça rappelle bien entendu Marco Simoncelli. Ouais, C'est ça, joli clin d'œil. Ouais, ça fait un joli clin d'œil, et puis c'est mérité pour Lunetta. Il fait pas une mauvaise saison. Il a eu sa blessure, et c'est cool pour lui qu'il fasse son premier podium. Ça va le regonfler, et je pense qu'il peut bien finir. Ça peut être une bonne surprise sur la fin de saison. Donc à suivre. Et en fun and fact, Rueda est le 400e vainqueur, toute catégorie confondue, dans le MotoGP Circus. Ouais. D'ailleurs, Rueda, c'est sa première victoire aussi en Moto 3. Ouais. Lui aussi, c'est bien. On l'attendait comme depuis l'an dernier quand il est arrivé donc directement dans l'équipe Peugeot. Il est auparavant en Moto 3 championnat de junior GP où il était quand même il était très bien. Et c'est vrai qu'il a mis un peu de temps. Alors là, en début de saison, il a été blessé, mais non, c'est vraiment, j'ai envie de dire, enfin, il a gagné. Et c'est la première victoire, mais je pense que ce n'est pas la dernière. Ouais. Rueda, pilote à suivre. Je pense que l'effet psychologique de la première victoire va peut-être débloquer quelque chose, pardon. Ouais. Et donc Stéphane, tu disais 400e vainqueur, toutes catégories confondues. Bon, maintenant, on va faire un jeu. Il va falloir trouver les 399 autres. Hein. et voir combien on serait capable d'en trouver. Ouais. Bon, allez, Marc Marquez, j'avais peur. Facile. Facile. François, est-ce que tu veux passer au Moto 2? Ouais, alors pour les Moto 2, en Q1 comme en Moto 3, les séances du matin se sont déroulées sur les pistes mouillées, parce que les conditions de piste étaient très particulières ce week-end. Pas mal d'orage la nuit, donc le matin on avait très souvent des pistes humides. Et donc, mais par contre pour les qualifications on retrouve pistes sèches. Donc en Q1, à noter qu'il y avait Sergio Garcia et Ayogura qui étaient dans celle-ci, ce qui est assez rare pour cette saison. Et donc Ayogura lui réussira à se sortir de la Q1 pour aller en Q2. En revanche, ça se passe un peu moins bien pour Sergio Garcia qui était blessé à une épaule suite à un accident domestique. Et ben il a refait un high side et il est retombé sur l'autre épaule. Donc il partira 28e de ce Grand Prix et assez diminué. Donc en Q1, finalement c'est Van der Goorberg, Ogura, Arbolino, Salac qui passent en Q2. En Q2, Jack Dixon met tout le monde d'accord sur la fin de séance, devant un excellent et surprenant Diogo Moreira, alors qu'Aaron Canet complète la première ligne. En 4e position, on retrouve là aussi un surprenant Denis Sonju qui fait un très très bon week-end, j'étais vraiment très content pour lui. Les deux rookies ont l'air d'enfin s'adapter à leur catégorie. Dans les leaders au général, Alonso Lopez est 7e, Celestino Vietti vainqueur en Autriche est 9e, Ferminal de Guerre 11e et Ayogura seulement 16e. La course maintenant.
Après un bon départ de Dixon suivi de Morera, Arbolino et Anjou, Aaron Canet lui se rate complètement, parti troisième, il se retrouve 10e et il finit même par chuter dès le premier tour. Dixon lui commence par mener la course. Derrière la bataille est vraiment très très serrée au niveau du top 5. Il y a Anjou, Aldeguer qui a fait un bon départ, qui a bondi et qui s'est retrouvé très très rapidement dans le top 5. Il s'est même retrouvé deuxième à un moment donné. Lopez et Arbolino, eux, s'échangent les places dans le top 5. À 13 tours de la fin, une tentative un peu audacieuse sur Anjou, Aldeguer par high-side et Anjou lui rattrape la moto, passe de 3e à 5e. Joe Roberts, lui, se voit infliger un long lap à 5 tours de la fin après un contact avec Vietti qui le fera rétrograder derrière son coéquipier Ramirez. Il finit même par chuter dans ce dernier tour à la bataille avec ce dernier. Alors, encore des gros points qui s'envolent pour Joe Roberts. Dommage de voir ça avec une bataille avec son coéquipier, c'est vraiment vraiment dommage parce que ses concurrents principaux étaient vraiment derrière, on le verra tout à l'heure. Donc pour la moto 2, victoire de Dixon devant Arbolino et Anjou pour son premier podium en moto 2. Lopez 4 se replace dans la course au titre. Ogura marque des gros points, finissant 8ème parce qu'il était quand même pas très très bien ce week-end suite à la blessure qui s'est faite au dernier Grand Prix. Les grands perdants sont Joe Roberts qui rate le coche pour grappiller des points. Garcia diminué suite à son accident. Lui, il a eu un long lap, il a eu une course un peu cauchemardesque et puis il a fini par abandonner. Je pense que la douleur était trop vive et ça servait à rien de griller des cartouches pour 0 points. Et puis voilà, pour moi le championnat se relance en Moto 2. On peut avoir encore de belles surprises parce qu'il reste pas mal de courses. Ouais, c'est vrai que quand tu vois le classement, ça se resserre quand même en tête, hein, parce que d'Aldeguer jusqu'à Garcia, mathématiquement, tu peux avoir 6 pilotes titrés. Ouais. Au classement, Thibaut. ça fait Garcia premier, Ogura deuxième, Lopez deuxième et Garcia à 162 points. Le quatrième, il est à 130 points. Et Dixon s'est bien replacé aussi parce qu'il a 120 points, donc 119 points, pardon. Donc franchement, ça peut se jouer. On peut avoir une belle bataille s'ils s'échangent un petit peu les places d'honneur sur les prochains GP. Franchement, on va vraiment avoir une belle bataille pour la Moto 2. Non, ça parce qu'Aldeguer 6ème, il est à 50 points du leader. Donc du coup, tu vois, c'est vrai que tout est possible. Mais même un Celestino Vietti, hein, il est à 60 points, il est 7ème à 60 points. On sait que c'est un pilote qui est capable de gagner. On sait aussi que c'est un pilote assez inconstant, mais s'il enchaîne plusieurs victoires, par exemple aussi un Dixon, aujourd'hui il a 43 points, faut pas oublier Jack Dixon, après les 5 premières courses, il avait 0 points. Et là en fait il reste sur 5 podiums en 7 courses. Donc non, c'est très ouvert. Après là on voit Sergio Garcia, ça fait deux courses de suite où il ne marque quasiment pas de points. Ogura, là, il a marqué 8 points, mais les 2 courses précédentes, il avait quasiment rien marqué non plus. C'est quand même super serré, on peut tout avoir, tout peut se passer dans le championnat. Et à la fin de saison, on pourrait avoir, que ce soit Garcia, Ogura, Lopez, Roberts, Dixon, Aldeguer, ça me surprendrait pas peu importe le pilote, il n'y en a pas un qui mérite plus que l'autre d'être champion du monde. Ouais, et puis tous font des erreurs à un moment donné, donc vraiment c'est très difficile de voir un personnage se dégager du championnat avant les autres, quoi. Non, quand tu vois les points, c'est vrai que un coup c'est l'un qui est devant, un coup l'autre, un coup après c'est un troisième, et donc c'est vrai que il y a personne qui maîtrise vraiment toute la saison et qui est vraiment très très régulier. Ouais, et puis il y a pas de demi-mesure, quoi. C'est ou 0 pointé ou alors ils font podium, quoi. C'est ça. À noter quand même le premier podium d'Honshu. C'est vrai qu'on parlait beaucoup de lui parce que c'est le chouchou de certains de nos collègues de Seki en Paul. Et donc ils ont dû être contents devant le Grand Prix. C'est vrai que le revoir là, c'est quand même toujours sympa. Ouais, Honjo, ça fait du bien de le voir là. Enfin, après les débuts de saison un peu compliqués, j'espère que ça va se confirmer et que c'était pas juste un coup d'éclat, mais ouais, c'est cool de voir ce pilote. Moi, je suis content en tout cas de le voir sur le podium. Non, parce que c'est vrai qu'il maîtrisait beaucoup en Moto 3 et c'est sûr que t'arrives en Moto 2, c'est compliqué et puis tu doutes, t'es toujours t'es souvent hors des points, c'est compliqué d'avoir des gros points. Et c'est vrai que là, tu fais le podium, ça donner une petite bouffée d'air. Ouais. Thibaut. Ouais, Honshu, il a eu un début de saison assez catastrophique, mais comme tous les rookies Moto 2,
que ce soit Sasaki, Masia, Morera. Et là, c'est vrai, Honshu, il était blessé avant la trêve estivale. Là, il revient en Autriche, il termine 11e, mais il aurait mérité vraiment mieux. Et là, il fait podium, il a été devant pendant tout le week-end. Lui aussi, tout à l'heure, on parlait de peut-être un cap qui était passé pour un Roda qui avait gagné sa première victoire, mais peut-être que pour Honshu, c'est pareil. Et maintenant, il risque de jouer les top 10 régulièrement, et ça, c'est vraiment bien. D'ailleurs, mal conduit cette ouais, fois. Honshu d'ailleurs à la fin de sa course dans l'interview pour la télé, il dit ouais c'est un podium, c'est 3e place, c'est bien. Il n'y a pas d'explosion de joie, il y a rien, et il finit par dire c'est un podium, c'est très bien, mais vraiment moi ce que je veux c'est une victoire quoi. On sent qu'il a faim et il met de l'énergie avec toute cette équipe turque là qui est autour de Sofoglou. Ils mettent de l'énergie pour y arriver, donc j'espère que ça va payer. Après bon, il peut pas non plus avoir trop de diffusion parce que quand tu galères et que tu fais 3e, tu te dis bon, ok, je fais 3 aujourd'hui, mais peut-être la semaine prochaine, je referai 16 ou 17. Ouais, donc ouais, ça déjà inscris-toi dans la durée pour au moins être dans un top 5, aller avoir un top 10. Et après, oui, c'est sûr que tu pourras plus exploser quand tu feras podium. Ouais, c'est sûr, mais depuis le début de saison, il a eu du mal à se rapprocher d'un top 10. Et là, maintenant qu'il s'en rapproche et qu'il rentre dans un top 3, c'est un peu. Enfin, moi, j'aurais pu le vivre comme une libération et voilà, faire vraiment une belle célébration. Et finalement, non, il reste très mesuré, il reste très concentré et on sent qu'il a faim pour la suite, quoi. Ouais, il a raison parce faut que pas trop en demander non plus, hein. Faut pas trop. Ouais, quand tu fais célébration et qu'après tu fais plus rien, voilà, tu passes un peu pour un ridicule, quoi. Ouais, après, moi aussi, Honshu, bon, c'est très bien pour lui, mais faut pas non plus croire enfin, lui, bon, bien sûr, c'est un pilote, il a un ego un peu important, était obligé à ce niveau-là, mais c'est pas non plus le pilote qui avait l'habitude de gagner en Moto 3 auparavant. L'année dernière, il a eu 3 victoires, mais il a attendu quasiment 80 courses pour en gagner une, donc c'est déjà bien d'arriver à faire un podium pour lui cette saison. C'est sûr. Ouais. Pour finir, est-ce que vous voulez nous parler quelqu'un voulait nous parler d'Aldeguer? Ouais. Moi, ça fait 2 fois que j'appuie dessus, mais Aldeguer, je comprends pas le move qu'il veut essayer de faire sur Honshu. Je sais pas où est-ce qu'il veut passer. Et bah, il confirme les doutes que moi, pour l'instant, j'ai sur lui. Et je le trouve pas très très rassurant, quoi. Mais moi, en fait, j'ai envie de dire, Aldeguer, on se demande s'il a réfléchi en voulant dépasser Honshu. Pourquoi il fait ça? Des fois, là, ouais, depuis le début de saison, autant il peut être très très bon, mais il fait quand même beaucoup d'erreurs. Là, c'est quoi? C'est la 5e course où il marque pas un seul point. Quand tu vises le championnat, là, cette fois, il a grillé vraiment tous ses jokers. Il a de la chance, il n'a que 50 points de retard sur Sergio Garcia qui est leader. Mais d'habitude, enfin, en temps normal, dans une saison normale, si t'avais d'autres pilote qui dominait, Aldeguer, il serait déjà terminé pour lui pour le titre. Et là, hier, il fait n'importe quoi. Il fait vraiment, je pense qu'il a pas réfléchi, en fait. Ouais, il voulait peut-être tester sa nouvelle combinaison. Lui qui est passé chez Denez, il avait peut-être des tests à faire, voilà. Ah bah là, il s'en est pris une bonne, hein. Là, il a bien pu tester, quand même. Ouais. Du coup, c'est vrai qu'Aldeguer, on en parle souvent, on se dit souvent, qu'est-ce qu'il fait, et c'est le bon choix. Bon, c'est sûr que on a été confirmé pour 2 ans chez Ducati, donc te dire, après, il a la vitesse. Qu'il performe pas, ça change rien à son futur. Non, mais j'ai envie de dire, il a la vitesse, on sait qu'il est capable de gagner. L'année dernière, il a quand même enchaîné 4 victoires consécutives en fin de saison. Enfin, il a quand même un truc de plus que les autres. C'est le plus jeune de la catégorie. Il est plus jeune même que des pilotes Moto 3 comme ouais, il y a ça, et puis comme Ortola, tout ça. Ducati a dit que il l'avait recruté parce que il voit en lui un profil particulier pour la MotoGP. Ils disent que il a le style de pilotage pour, donc à voir. Ouais, quand il va arriver en MotoGP, il aura je pense qu'on a été assez complet sur cette course de Moto 2. Thibaut, est-ce que tu vas enchaîner sur le MotoGP? Quartararo, c'est Marc Marquez et Iker Lecuona. Alors, on espère qu'il fera pas la même carrière que Lecuona en MotoGP, mais non, faudra lui laisser le temps chez Ducati, et je pense que chez Gresini, au moins, il aura pas la pression.
directement la pression, une grosse pression. Et faut pas oublier par exemple un Pecco Bagnaia quand il est arrivé chez Ducati, les 2 premières saisons, il était très souvent par terre, il était très très moyen. Et voilà, donc non, les gars, pour moi c'est un pari sur l'avenir de Ducati, et ils ont raison de le tenter. Hein. C'est le pilote le plus jeune, il est rapide, il est très rapide. Alors il fait encore plein d'erreurs, mais bon, c'est plus simple de mettre un pilote, de demander à un pilote très rapide de ralentir ou de prendre un peu de réfléchir un peu plus plutôt qu'un pilote lent de vouloir accélérer. Après avoir fait le tour du Moto 2, Thibaut, est-ce que tu veux nous parler du MotoGP? Ouais, donc au MotoGP, dès le vendredi matin, alors déjà on a une très grosse surprise, dès le vendredi après-midi, avec pour la première fois une Honda qui est qualifiée directement en Q2, et c'est Johann Zarco qui réalise cet exploit. Alors bon, c'est un peu en souriant, mais c'est vrai que c'est quand même surprenant d'attendre la 12e GP de la saison pour voir une Honda en Q2. Donc ça c'est quand même assez fou. Donc c'est là on voit quand même que Marc Marquez il manque un tout petit peu à Honda. Mais bon, ça tant pis pour eux, hein. Maintenant ils doivent progresser. En parlant de Marc Marquez, dès le vendredi matin, il a un très gros rythme. Il laisse personne mener les séances le vendredi matin, le vendredi après-midi, le samedi matin. Directement il se pose en favori. Donc c'est un circuit anti-horaire, on sait qu'il aime bien Aragon. On se dit que là, peut-être qu'on va revoir le Marquez qu'on a connu. Pour les qualifs, donc en Q1, donc on a la pluie qui avait tombé pendant la nuit, donc on a une piste très piégeuse. Brad Binder s'en sort le mieux avec Pedro Acosta, alors qu'un Bastianini lui voit son dernier tour ralenti suite à une chute de Jack Miller. Bezzecchi partira 13e, Bastianini 14e, Quartararo seulement 17e. En Q2, donc comme le vendredi avant et comme avant la qualification, un homme survole les débats, c'est Marc Marquez. Il prend la pole avec plus de 8 dixièmes d'avance sur Pedro Acosta et sur Pecco Bagnaia. Raúl Fernandez qui est 9e, il est à plus de 2 secondes. Aleix Espargaro 11e, il est à plus de 3 secondes. Alors, c'est complètement fou. Ça fait des années qu'on n'a pas vu autant d'écart en qualif sur une piste sèche. Et Johann Zarco, donc qui était en Q2, il partira 10e. Pour la course sprint, donc dès le départ du sprint, on assiste à une glisse de Pecco Bagnaia sur les premiers mètres, tout comme Aleix Espargaro. Donc on est passé très proche de la catastrophe pour les deux pilotes. La catastrophe, elle arrive très rapidement pour Espargaro, qui va quelques mètres plus loin et il oublie de freiner au premier virage. Il tape Fabio Di Giannantonio à l'arrière. Donc Espargaro finit au sol. Bon, bien entendu, c'est Espargaro, donc il accusera tout le monde, la direction de course, le circuit, enfin tout ça, mais bon, on est un peu habitué avec lui. Devant, Marquez lui prend tout de suite le commandement et on va pas vous laisser trop de suspense, hein, personne ne le reverra avant le podium. Bagnaia lui donc il perd gros dès l'extinction des feux, parce qu'il se retrouve tout de suite 6e. Quartararo de son côté il fait un très bon départ, parce qu'il se retrouve 10e après le premier virage, alors que Johann Zarco lui malheureusement, comme trop souvent, il se rate un peu sur les départs et il se retrouve 12e. Devant on a Marquez, Jorge Martin, Pedro Acosta, il creuse rapidement un écart, et avec plus d'une seconde et demie sur Alex Marquez qui est 4e. Puis Marc accélère, les autres pilotes comprennent qu'ils vont jouer au mieux la 2e place. Donc après 2 tours, on a Bagnaia qui remonte quand même en 4e position. Il se rate, donc c'est là aussi on voit que Bagnaia il est pas non plus dans un très grand jour. Il perd à nouveau du temps. Ce n'est que le début de la course, mais voilà, on sent que Bagnaia c'est pas ça va pas être une belle journée pour lui. Il se retrouve à un moment 7e, donc en bagarre avec Raúl Fernandez, avec Fabio Quartararo, donc des pilotes qui devraient normalement être derrière lui. Derrière on a un Bastianini qui, comme à son habitude, après des mauvaises qualifications, il remonte, il double tout le monde petit à petit, et on se dit qu'il va peut-être aller chercher le podium. Donc ensuite, Bagnaia lui y arrive pas. Quartararo arrive à le doubler plusieurs fois, donc il se bat avec entre la Yamaha et la Ducati GP24. Donc qui aurait pu croire ça avant la course? Quand même pas grand monde, surtout qu'un Quartararo qui partait 17e et un Bagnaia 3e. Et donc Quartararo arrivera à aller chercher la 8e place et passer Bagnaia dans le dernier tour. Donc résultat, on se retrouve avec une victoire de Marc Marquez, sa première de la saison, sa première avec Ducati, même si ce n'est qu'une course sprint, ce n'est pas une vraie course. Jorge Martin est 2e, Pedro Acosta 3e, Alex Marquez 4e, Oliveira 5e, Binder 6e, Bastianini 7e, Quartararo 8e et Bagnaia seulement 9e. Le dimanche pour la course, donc comme pour la course sprint, on a le même départ de Pecco Bagnaia, il prend un mauvais départ, il glisse sur les premiers mètres et il se retrouve à nouveau 6e.
Marc Marquez, comme la veille, il fait le all shot, et rapidement on comprend aussi qu'il va encore être intouchable. Derrière, on a Costa et Martin qui sont 2e et 3e, et comme pour samedi, hein, c'est vraiment vis repetita, Martin il prend la 2e place à Costa, il creuse rapidement un petit écart. On a toujours Alex Marquez qui est 4e. Quartararo de son côté chute assez rapidement alors qu'il était en 14e position, c'est dommage. Bagnaia de son côté, lui, il a du mal à doubler Franco Morbidelli. Il lui faut quand même attendre le 9e tour sur 23 et une erreur de Morbidelli pour prendre la 5e place. Et ensuite, Bagnaia il remonte assez vite sur Pedro Acosta, il le double en 2 tours. Et donc à mi-course, on se retrouve avec un Marc Marquez qui a 3 secondes et demie d'avance sur Martin, 8 secondes et demie d'avance sur Alex, sur son frère, et Bagnaia il compte 2 secondes de retard sur Alex Marquez. En 4 tours, on se retrouve avec un Bagnaia, il revient rapidement sur Alex Marquez, donc on se dit il va en faire qu'une bouchée, il est plus rapide qu'Alex Marquez, qui a un pneu arrière qui commence à souffrir, et alors qu'il ne reste que 6 tours, Alex Marquez commet une petite erreur, il sort un peu large sur un vibreur. Bagnaia il va en profiter pour doubler par l'extérieur, sauf qu'en reprenant la bonne trajectoire, tout comme Alex Marquez qui revient lui aussi sur la bonne trajectoire, les deux pilotes se touchent, la roue avant de Marquez touche l'arrière de la moto de Bagnaia. Marquez il avait essayé de relever la moto, c'est trop tard, les deux pilotes vont au sol. Heureusement pas de blessés, parce que Bagnaia quand même a glissé pendant une 50aine de mètres avec la moto d'Alex Marquez sur lui. Derrière, Marc Marquez s'impose, 1043 jours après sa dernière victoire à Misano. 1043 jours, voilà. Donc, si vous avez suivi la course sur Canal, je pense que ce chiffre, vous l'avez entendu à peu près 50 fois dans le week-end. Et pour vous dire, quand même, fois. comme c'était il y a très longtemps là, voilà, 1043 fois, ouais, c'est peut-être ça. Et pour dire comme que la victoire date d'il y a quand même un bon petit moment. À l'époque, Pol Espargaro terminait 2e sur Honda Repsol. Fabio Quartararo devenait champion du monde. Donc, il y a quand même pas mal de choses qui ont changé depuis ce temps-là. En revanche, Pecco Bagnaia, il chutait déjà ce jour-là. Bon, ça a pas trop changé. Voilà, Pierre, on te salue, hein. Tu vas aimer ce petit mot. Et donc, derrière, on se retrouve sur le podium, Jorge Martin, Pedro Acosta, comme le samedi, Binder 4e, Bastianini qui fait encore une belle remontée 5e, Morbidelli 6e, et derrière, après, on a un Johan Zarco qui termine 14e. Au classement du championnat, on se retrouve avec Jorge Martin avec 299 points, c'est 23 points d'avance sur Bagnaia, et 70 points d'avance sur Marquez, 71 sur Bastianini. Bon, avec cette victoire de Marc Marquez, est-ce qu'il peut encore viser le titre de champion du monde? Ça, on ne sait pas trop. Pecco Bagnaia, de son côté, 23 points de retard. Là, c'est un petit écart, parce que c'est vrai que depuis le début de saison, on avait souvent très très peu d'écart entre Martin et Bagnaia. Maintenant, voilà, Bagnaia, il marque un seul point du week-end pendant que Martin en prend 29. À voir dès le week-end prochain à Misano. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais Misano peut quand même être une sorte de tournant du championnat parce que Bagnaia, c'est un circuit qu'il affectionne, où il a gagné déjà à 2 ou 3 reprises en MotoGP. Donc là, c'est vraiment, ça peut être intéressant pour le championnat. Alors bon, à la limite, on reparlera de Marc Marquez après, mais vu qu'on enchaîne directement sur Bagnaia et Martin, hein, c'est pour moi les deux qui prétendent vraiment au titre de champion cette année. Là, clairement, je trouve que cette année, t'as des week-ends pour Bagnaia, t'as des week-ends pour Martin. Là, c'était clairement le week-end à peu près pour Martin, même s'il a pas gagné de course. Et clairement, Bagnaia, c'était pas du tout son week-end, c'était pas sa course, c'était pas ses réglages, le circuit, il a complètement nagé. Ok. Mais je trouve que même les 23 points, finalement, tu t'aperçois que c'est rien, parce qu'il suffit que la prochaine fois, ce soit Martin, qui fait comme il a déjà fait, hop, c'est pas son week-end, c'est pas sa course, Misano, il a pas les bons réglages, il chute, et Bagnaia va lui reprendre des gros points, donc j'ai l'impression que cette année, en fait, on peut même pas dire 23 points, c'est beaucoup, et on voit Martin champion, puisque tu te rends compte qu'en un week-end de course, tu peux perdre 25 points au championnat. Donc j'ai envie de te dire, il faut vraiment attendre. Par contre, Bagnaia, ce qu'il a pour lui, c'est que Misano, là, ils vont rouler 2 fois, la semaine prochaine et dans 3 semaines. Et c'est vrai que c'est une piste qu'il aime beaucoup et sur laquelle il est très fort. Donc, à voir dans un petit mois où se situera Bagnaia par rapport à Martin. Qu'est-ce que t'en penses, François? J'ai envie de dire, là, il a de la chance aussi, Bagnaia, d'avoir deux courses à Misano à domicile, parce qu'on aurait très bien pu avoir 2 courses à Aragon à la place, et là, ça aurait pas été la même. Mais comme tu dis, là, un
un week-end parfait, donc comme Bagnaia l'a fait en Autriche, on peut marquer 37 points. Donc au final, 23 points de retard, c'est pas tant que ça. Alors après, pour le défendre, Bagnaia, c'est quand même le départ. Enfin, la course se joue parce que clairement au départ, alors lui il dit qu'il est sur la partie sale et c'est ça qui le fait patiner. Alors certainement, mais tu te dis quand même les mecs derrière, ils sont sur la même partie sale que lui et c'est le seul à avoir fait, on va dire, ce très mauvais départ. Ouais, c'est les aléas de la course, hein. Mais T'as lui, t'as Aleix Espargaro, Maverick Viñales aussi qui ont fait 2 très mauvais départs les 2 jours. Voilà, après, c'est les 3 pilotes qui ont vraiment, faudrait compter le nombre de places perdues par les 3 pilotes. Mais Viñales s'est quand même retrouvé dernier alors qu'il partait 11e. Donc ouais, non, je pense que la piste, en effet, il était du côté sale de la piste. Ok, ça fait perdre un peu du temps, oui, mais bon, ça, même pendant les essais de départ le vendredi, non, le samedi après la qualif, on voyait il avait déjà eu un problème de all shot device. Enfin, on sentait qu'il était pas à l'aise. Voilà, il était pas à l'aise. ben, Bagnaia l'a dit, hein, il le dit lui-même en interview face aux caméras que ce week-end il y avait quelque chose de bizarre, c'était pas comme d'habitude. Il a dit vraiment ce week-end était assez étrange sur plein d'aspects. Alors la saleté en piste, sur l'effet de course avec Alex Marquez. Enfin, il le dit lui-même, c'était quelque chose de bizarre. Donc il pourra bien se reprendre à Saint-Marin. Il y a 2 courses. Merci la Mafia Rossi d'avoir mis 2 courses à Saint-Marin. L'instant Toi, tu cherches les complotiste. problèmes. Et puis on verra. Mais après, aujourd'hui, au début, là, vous disiez que 23 points, c'est pas grand-chose. Je pense que 23 points, depuis l'intégration des courses sprint, sur un week-end, c'est en effet pas grand-chose. Encore plus quand il y a un week-end pour Martin, un week-end pour Pecco. Donc le championnat est pas du tout joué. Ça va être encore très serré jusqu'à la fin. Ouais, surtout il reste 8 courses, hein. T'as beaucoup de poids à prendre, hein, donc Ah ouais, il y a franchement encore beaucoup de points à prendre. Par contre, s'il y a un truc que je trouve ce week-end qui est vraiment passé en catimini, c'est vraiment le fait que Martin était quand même assez performant et il a regrappillé des points. Je sais pas autour de vous, mais autour de moi, il y avait pas mal de gens qui commençaient déjà à dire que Martin commençait à lâcher, etc. Alors que bah pas du tout en fait. On a mis focus sur les contre-performances de Bagnaia, focus sur le retour de Marquez à la première position. Et Martin, sans faire de bruit, il est arrivé, il a pris ses points et il repart de la première. Moi, je pense oui que Martin cette année il a que 2 victoires depuis le début de saison, donc c'est pas tant que ça. Alors que Bagnaia il en a 2, il en a 7 déjà de victoires. Donc c'est vrai on a l'impression que Bagnaia est souvent mieux que Martin, mais Martin en fait il marque tout le temps des points. Il a fait que 2 erreurs depuis le début de saison. Bagnaia aussi avec 2 abandons. C'est vrai que c'est soit l'un soit l'autre, mais les deux sont quand même bien, hein. non, mais clairement, en fait, il domine pas 3-4 week-ends d'affilée. C'est ça le truc, c'est comme l'année dernière, en fait, c'est chacun son tour. Voilà. Je domine ce week-end, après c'est toi, après c'est moi, après c'est toi. Mais en tout cas, clairement, Bagnaia ce week-end, ça s'est vu sur la course sprint. Hein. Enfin, tu voyais que il avait tellement du mal qu'il se faisait à chaque fois, il se faisait doubler, tu voyais qu'il galérait. Et bon, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, enfin, c'est pas son niveau. Et tu sais que c'était pas Ouais, forcément que lui. Hein. Tu voyais qu'il y avait un truc avec la moto. ouais, exactement. Mais par contre, j'étais quand même surpris que ça se passe pas mieux en course longue parce que Pecco souvent, enfin très 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 même souvent, quand ça va pas pendant les essais ou quand ça va pas en course sprint, il rebondit très bien souvent le dimanche. Et là, en l'occurrence, c'était vraiment pas le cas. Donc, comme il le disait, il y avait quelque chose de Alors, bizarre. quand ils chutent, ils se battent pour la 3e place avec Marquez. Donc même si on aurait fait P3, voilà, c'était pas dégueulasse non plus. Mais juste, après, le fait de course a fait que les deux sont tombés. Ouais, voilà. On peut rebondir sur cette petite chute là. À qui la faute? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, la faute, elle vient, enfin, ouais, pour moi, enfin, la faute est peut-être d'Alex Marquez, mais l'erreur, elle est de Pecco. Pecco, il est leader du championnat. Il est quand même plus rapide qu'Alex Marquez. Il lui reste 5 tours pour passer. Pourquoi il tente de dépasser comme ça, alors qu'il sait très bien qu'en face, Alex Marquez, lui, bah, il vise le podium. Enfin,
il va pas relever, enfin il va pas couper. Et alors après, bon, enfin c'est un incident de course, mais j'ai envie de dire pour moi, la Bagnaia aurait dû attendre peut-être un peu plus au lieu de. Ça aurait été encore le dernier tour, d'accord, mais là c'était risqué, c'était vraiment risqué. Alors si ça passait, c'était beau, sauf que malheureusement c'est pas passé. Ouais, moi je m'attendais à ce débat, donc j'ai regardé l'action de toutes les caméras, devant, derrière, de l'hélico. J'ai regardé même des images arrêtées de certains photographes. Euh, Franchement, difficile de savoir à qui la faute. Je pense que s'il y a autant de débats autour de de cet accrochage, c'est justement parce que personne n'arrive à savoir à qui la faute. Donc, Même les pilotes, les pilotes MotoGP là en conférence de presse, personne n'était d'accord déjà entre eux. bah oui, Alors bon, t'as un Bezzecchi qui dit qu'Alex Marquez est aveugle, qu'il a fait exprès, mais un Zarco lui dit pareil que la faute est d'Alex Marquez. Enfin, ça dépend vraiment les pilotes. Chaque pilote a un avis différent, donc comme quoi c'est vraiment c'est un incident de course. Et Alex Marquez, pour moi en plus, il sort même pas. Alors oui, il sort un peu de la trajectoire, mais il sort pas complètement de la piste. Il est un peu trop large. C'est pas non plus comme s'il était sorti 3 mètres derrière le livreur et il revenait à fond sur la piste sans regarder. Là, c'est pas une grosse erreur d'Alex Marquez. Non, c'est vraiment, c'est pas de chance. Quoi. Ouais. Moi, je suis d'accord. Je pense que s'il y a autant de débats, déjà, c'est parce que les torts sont partagés. Alors, s'il y a un petit peu plus d'un côté que de l'autre, moi, je me prononcerai pas parce que franchement, après avoir regardé, re-regardé, pour moi, c'est vraiment du 50-50. Pecco, c'était un peu ambitieux et franchement pas utile de le faire à cet endroit-là, à ce moment-là. Il aurait pu le faire vraiment beaucoup plus tard. Il a une moto plus performante, il est plus performant que Alex Marquez. Donc, c'est le grand perdant dans l'histoire, c'est lui. Et c'est dommage. Espérant qu'il soit pas trop froissé là pour le reste de la semaine et qu'il soit en forme pour le début du week-end à Misano. C'est ça. Les kinés vont devoir travailler cette semaine. Ouais, et puis là, on en parle surtout parce que c'est Bagnaia, c'est pour la 3e place, c'est face à Marquez, même si c'est Alex. C'est aussi pour ça qu'on en parle beaucoup. Ça aurait été entre Jack Miller et Takaki Nakagami, on n'en aurait pas parlé. On aurait juste dit, on aurait dit que la faute était sur l'un ou l'autre pilote, mais on n'en aurait pas parlé. C'est juste que là, c'est le podium, c'est le leader du championnat, c'est sûr que c'est quand même ce qui marque ce week-end, hein, puisque la victoire de Marc Marquez, c'est cet accrochage, Bagnaia qui perd quand même 16 points pour moi au championnat là-dessus. Ouais, oui, non, mais de toute façon, on le disait en Moto 3 avec la course intelligente de Lopez. Des fois, il faut savoir. D'Alonso, ouais. David Alonso. Ouais, David Alonso, pardon. Il faut savoir marquer les points qu'il a à marquer et sans trop être gourmand. Et là, il a été un peu impatient, je pense. Et là, en fait, pour moi, ça me rappelle un peu le Portugal déjà avec Marc Marquez. C'est sur le dernier tour où là, pareil, les torts sont partagés entre les deux. C'est un incident de course, voilà. Faut pas polémiquer. Mais Bagnaia, il est encore dans un truc où malheureusement on se dit mais pourquoi il a fait ça, pourquoi il a tenté, même si après en tant que champion, même si en tant que leader du championnat, même si à ce niveau-là c'est sûr que tu prends les risques, t'es obligé, tu t'es tout le temps à 100%, tu peux pas prendre te dire attends je vais rouler qu'à 90%, mais malheureusement une fois de plus il chute. Peut-être qu'on dit tellement de lui qu'il prend pas assez de risques que là il veut montrer qu'il est capable d'en prendre, mais finalement est-ce qu'il les prend au bon moment, Ouais, c'est ça. Après plus d'une fois comme il a roulé, c'était son pilotage était très intelligent. Mais même l'année dernière, on avait eu c'était au Grand Prix de France avec Vignales où les deux s'étaient accrochés. Souvent comme Bagnaia est dans des accrochages, il chute pas que tout seul. Des fois il est dans des accrochages où on se dit mais pourquoi il chute? Comment ça se fait? Voilà, c'est pas non plus pour rien si régulièrement il s'accroche avec d'autres pilotes. Après Pecco, mais c'est la même chose avec un Marc Marquez. Hein. Mais Pecco, c'est pas un pilote si tendre que ça. Hein. Les gens sont durs avec lui parce que il a tendance, quand il mène une course, à être un maestro et être très bien réglé et du coup à écraser un petit peu la concurrence. Mais quand il faut être à la bataille, le début de saison, Marquez-Pecco à Jerez, c'était chaud hein, les batailles. Donc c'est aussi un gars qui
a pas peur d'y aller. Bah, la preuve en est avec Alex Marquez ce week-end. Hein, il tente un extérieur du futur. Bon, ça passe pas, mais Pecco, c'est quand même un pilote. C'est pas un pilote tendre. Hein. Mais même il y a déjà il y a 2 ans en arrière, enfin, notamment ici à Aragon, face à Bastianini, ils avaient fait un dernier tour de fou, tous les deux à se passer, alors que Bagnaia jouait le championnat et Bastianini, bon, était un peu plus en retrait. Donc non, c'est vrai que Bagnaia, quand faut y aller, il a pas peur. Hein, faut pas croire. Alors c'est vrai, on dit qu'il a pas de charisme, tout ça, mais bon, ça faut arrêter avec ça. Bagnaia, quand faut montrer les muscles, il va. Alors bon, malheureusement, c'est pas passé cette fois. Exactement. Et non. Bon, je trouve qu'on a fait le tour de cet accrochage. Maintenant, on laissera les auditeurs se faire leur opinion pour ceux qui ont vu la course. Est-ce qu'on va parler un petit peu du vainqueur? Parce que c'est vrai qu'on a parlé de Bagnaia et de Marquez, mais le meilleur pour la fin. L'autre Marquez, maintenant on peut peut-être parler 2 minutes de Marc, c'est-à-dire que c'est vrai, comme tu as dit, ça fait 1043 jours que Marc Marquez n'a pas gagné, donc là il gagne avec une autre moto qu'une Honda, donc c'est bien. C'est avec une Ducati 2023, donc alors là, ça c'est un avis personnel, mais jamais j'aurais pensé que Marquez aurait gagné une course cette année, vu sa moto. Vu le différentiel qu'il y a entre la 23 et la 24, enfin la Ducati 23 et la Ducati 24, parce que tu vois que même si Bagnaia par exemple est tombé, moi j'aurais pensé que Martin, il aurait pris le relais, mais même pas, et Marquez, en tout cas sur la course longue, il a soumis tout le monde, c'est-à-dire qu'à tous les tours, il prenait des dixièmes, des demi-secondes, et il a fini bien loin devant Jorge Martin. Ouais. Alors là, moi je suis pas du tout d'accord avec toi. Enfin, moi, Marquez, je le voyais gagner 3, 4, voire 5 courses cette saison, hein, même s'il a une Ducati 23, une GP 23. Attends, début de saison, tu voyais que la moto était tellement loin des autres, déjà. Ouais, mais la GP 23, attends, l'année dernière, ils ont gagné combien de courses? Aujourd'hui, la GP 23, elle est quand même meilleure que la Yamaha, meilleure que la Honda. Elle est meilleure que l'Aprilia ou la KTM. Eh oui, mais elle est moins bonne que la GP24. Ouais, mais bon, la GP24, au final, t'as 3 pilotes. Donc puis Marquez. Mais t'en as 2 qui se partagent les premières places à chaque fois, et quand c'est pas l'un, c'est l'autre, donc. Ouais, mais bon, après c'est Marc Marquez. Mais quand même, t'as pas non plus un écart de dingue entre la GP23 et la GP24. Un Marc Marquez à Austin, au Sachsenring, ici à Aragon, pour moi c'est pas. Enfin, moi j'attendais de le voir gagner des Jerez ou des Austin. Après je le voyais gagner au Sachsenring. Alors oui, après bon, à Austin il était déjà en tête quand il a chuté. Peut-être qu'il n'aurait pas gagné, mais voilà, pour moi c'est pas du tout une surprise de le voir gagner, et je m'attendais même à le voir gagner plus tôt dans la saison. Hein. Ouais, moi je pense que c'est pour ça qu'on a compté les jours. C'est parce que on a tellement rêvé de ce retour de Marquez et mettre un Marquez sur une Ducati, qu'elle soit 23 ou 24, on s'attendait à une victoire plus tôt que ça dans la saison. Donc je pense que c'est pour ça qu'on comptait autant les jours et qu'on attendait autant ce premier jour et ce jour de victoire. Alors la performance est incroyable hein, après tout ce qu'il a traversé, mais c'est vrai que moi je l'attendais quand même plus tôt dans la saison avec cette Ducati 23, parce que Ducati 23, mais cette Ducati là elle est championne du monde l'année dernière. Vu ce que lui était capable de faire avec une Honda moisie, excusez-moi, mais pour moi vraiment Marquez, je le voyais gagner bien avant cette course. Ouais, c'est marrant. Moi, je le voyais pas du tout gagner je le voyais pas du tout gagner du tout cette saison, et parce que tu dis quand même déjà, il vient de chez Honda, il a mal déjà, bon, il a mal physiquement, mais même mentalement, tu vois qu'il avait quand même pris un coup. Il arrive dans une team qu'il connaît pas, une moto qu'il connaît pas, donc c'est compliqué. Puis on avait le doute en début de saison, est-ce que la 2024 c'est meilleure que la 23, et vu qu'elle était vraiment largement au-dessus, même Marc Marquez, il y a des courses, il est obligé de surconduire pour essayer d'être au contact de Martin et Bagnaia, et puis finalement il s'avérait qu'il était second au table. Après ouais, il est clair que la GP24 est bien plus performante que la 2023, mais on a tendance à oublier que la GP23 a été championne du monde quand même. Et puis l'année dernière, la GP23, ils ont gagné avec Bagnaia, avec Martin, avec Bastianini, avec Zarco. Les 4 pilotes qui avaient la GP23 ont gagné l'an dernier avec, donc c'était pas non plus un seul pilote qui arrivait à la mener. Donc ouais, cette année c'est vrai qu'il y a un Gian Antonio Bezzetti ont un peu plus de mal avec, mais bon, on voit bien que même un Alex Marquez,
il arrive à se rapprocher du podium, il était déjà au podium sur son Sachsenring. Di Giannantonio, il fait quand même régulièrement des bonnes courses avec cette moto. Donc pour moi, enfin oui, Di Giannantonio face à Marc Marquez, il n'y a pas photo. Marc Marquez, il est 10 fois meilleur. Donc un Di Giannantonio arrive à terminer 6e ou 7e. Pour moi, c'est pas déconnant que Marquez arrive à gagner avec cette moto. C'est sûr. Est-ce qu'on fait un petit point pilote français? Donc, moi, je voulais dire aussi sur Marquez, sur Marc Marquez. Après, oui, ça fait quasiment 3 ans qu'il n'avait pas gagné, mais ce n'est pas non plus qu'à cause de son physique. Hier, là, c'était sur Canal+, on entendait, il disait que c'était peut-être un des plus grands exploits des sports mécaniques, de l'histoire des sports mécaniques. Enfin, faut arrêter. Si Marquez ne faisait plus rien depuis 3 ans, c'est parce qu'il avait une moto qui avançait pas. Voilà, faut pas chercher plus loin. Pour moi, c'était plus un exploit quand il avait gagné au Sachsenring en 2021 ou à Misano en 2021, où là, vraiment, il revenait après sa très grosse blessure, où là, on pensait qu'il allait vraiment plus pouvoir repiloter. Là, il avait gagné, et ouais, franchement, cette fois-là, je m'étais dit, moi, je pensais pas le revoir gagner si rapidement. Là, il a pas gagné pendant 3 ans, c'est la faute de la Honda, hein, faut pas chercher plus loin. De toute façon, la Honda, enfin, tous les gens qui sont sur les Honda, ils ont tous volé 10 fois par week-end, donc c'est sûr. De toute façon, championnat, c'est facile, hein. Marc Marquez, aujourd'hui, il a 229 points. Le premier pilote Honda, c'est Nakagami, il en a 15. En 17. Donc voilà, on n'a pas besoin d'en dire plus, hein, Et en parlant des pilotes Honda, bon, si on a fini sur Marc Marquez, moi j'étais confiant quant à Zarco de me dire, ah, ça y est, il a réussi à un peu trouver un petit truc là sur cette piste pour au moins faire le top 10 puisqu'il partait 10e, et ben finalement pour ce sprint a oublié, et puis pour ce long a oublié aussi. Ouais, c'est Honda, hein. Malheureusement, c'était quand même une très grosse surprise de le retrouver en Q2. Et en plus, c'était pas par hasard, hein, parce qu'il a vraiment fait plusieurs tours rapides, où il était dans le top 10. Mais après, en course, c'est difficile, et que ce soit lui, Nakagami, c'est pareil, Johan Mir, enfin, ils sont toujours tous au même niveau, quoi. Ils sont tous les uns derrière les autres à suivre. Ouais, bon, je vous trouve un peu dur au moins sur ce week-end, parce que Nakagami il finit quand même 11e, Zarco 13, Mir 14. À noter là, 3 Honda dans les points. C'est quand même un petit événement. Ouais, enfin, t'enlèves ta Miller Fernandez, ils se prennent des pénalités. Et voilà, sinon. Ouais, mais ça enlève 2 chutes. Ça fait. Oui, t'enlèves les 2 chutes de Marquez et Bagnaia. Oui, mais. Vignales, Quartararo, Oliveira qui finissent pas non plus. C'est toujours la même histoire. Avec des si, tu peux revoir plein de fois la copie, mais s'ils étaient pas dans les règles ou s'ils sont tombés, c'est leur faute, hein. Eux, ils profitent de tout ça. Mais Nakagami 11e, c'est pas si catastrophique. On voit quand même une légère progression, disons-le. Ouais, après ils sont quand même à Nakagami, il a 41 secondes quand même. En fait, le seul truc on va dire positif pour eux, c'est de se dire que Aleix Espargaro qui est 10e, il a 40 secondes et Nakagami a 42 secondes. Donc en fait, ils sont à 2 secondes d'un mec qui est capable de faire des podiums. Ouais, vu les résultats d'Aprilia sur le week-end, Aprilia c'était cata. Mais voilà, c'est pour ça. Après, Nakagami a 42 secondes, Zarco il a 43 secondes, Mir a 49 secondes. Donc en fait, comme toujours, ils se tiennent tous à peu près en 5 secondes. Puis bon, après on a Marini qui termine à quasiment un tour, mais bon, il est parti des stands, il avait déjà une minute de retard après le premier tour. Mais non, pour moi en fait, Honda ils sont toujours, les 3 pilotes, que ce soit Nakagami, Zarco, Mir, tout à l'heure j'ai regardé, Zarco a terminé 5 courses meilleure Honda, Nakagami 4 courses meilleure Honda, et Mir 2 courses meilleure Honda. Donc après voilà, c'est un coup l'un, un coup l'autre, quoi. C'est vraiment, voilà. Ouais, c'est bizarre que ça soit les LCR qui soient les meilleurs Honda. Hein. Ouais, de toute façon, Marini, il est complètement perdu, et puis pour moi, Marini, il s'en sortira jamais. Et Johan Mir, non, Mir non plus. Mir, il avait fait un début de saison, il était pas trop mal, il chutait moins, il était un peu mieux, on va dire. Et puis à partir là, c'est du Grand Prix, je crois de Rérez, ou le Grand Prix de France, il a commencé à chuter. Puis alors là, c'est reparti comme l'an dernier. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter, ou vous avez fait... Alex Rins, il termine 9e, il partait 21e, et il termine 9e. Alors bon, lui aussi, il est à 39 secondes, donc juste devant Espargaro et Nakagami. Mais malgré tout, il a fait une belle course.
Alors moi après c'est aussi parce que il aime bien quand il n'y a pas trop de grip comme ça, enfin quand tout le monde galère, lui en fait c'est là où il s'en sort le mieux. Mais bon bah Rins au Il final. galère tout le temps, donc. Parce que c'est un galérien. Mais ouais non mais c'est peut-être ça. C'est un galérien, alors bon bah voilà. Il a connu la Honda l'année dernière. Il a été souvent blessé quand il était sur Suzuki. Il a toujours galéré, donc en fait lui bon bah quand tout le monde galère, lui en fait pour lui c'est l'habitude quoi. Donc, mais ça aussi c'est bien, c'est quand même bien pour Rins. Alors c'est un peu comme Nakagami, oui, il termine 9ème parce qu'il y a eu des chutes, parce qu'il y a eu des pénalités. Mais bon, bah tant mieux pour lui, c'est toujours 7 points de plus pour le championnat parce que bon, il en avait quand même pas marqué beaucoup depuis le début de saison. Et Morbidelli 6ème, hein, qui a joué un petit peu plus haut en début de Grand Prix. Il m'a donné des espoirs en début de Grand Prix. Et Morbidelli qui au championnat est quand même Ouais, devant. mais ça reste des pilotes anecdotiques quand même. Hein. Ouais. Mais Morbidelli est devant Bezzecchi. C'est anecdotique ces mecs-là, avec les motos qu'ils ont. Ouais. Ouais, c'est sûr qu'un Morbidelli il devrait plus souvent jouer le top 5. Maintenant, bon par rapport lui aussi d'où il revient, parce que là il a passé quand même 2 saisons et demie chez Yamaha catastrophiques. Son début de saison après les 4 premières courses, il a quand même pas marqué un seul point. Ouais, c'est quand même pas, il a pas vécu un bon début de saison. Et là, maintenant, bah, il termine 6ème. Maintenant, c'est top 10 régulier. Alors, en fait, il est là où il doit être, pour moi. Il est en retrait par rapport aux 3 autres GP24, c'est normal. Il est en retrait par rapport à un Costa ou un Binder. Une fois sur 2, là, ça me paraît pas surprenant non plus. Que Vignales et Spargaro finissent devant lui, là aussi, pour moi, ça me surprend pas trop. Et voilà, en fait, il se retrouve vite, c'est, Morbidelli, c'est la 7ème place pour lui. Pas mieux. Les amis, est-ce qu'on a fait le tour du MotoGP? Vous avez des choses à rajouter? Non, pour moi, je pense qu'on a tout dit. Hâte d'être sur les terres de Rossi. Après ce qui se passe avec Marquez et la VR46, ça va être chaud. Allez, plus qu'une semaine et cette heure-ci, il y aura un autre débrief pour savoir ce qui s'est passé le on veut voir ce serait quand même, ce serait marrant si Marquez faisait chuter Bagnaia quand même. Voilà, attention. là, franchement, ça pourrait être très très marrant. Ça va mettre l'ambiance. Que Marquez, en fait, dans le dernier tour, voilà, il fasse chuter Bagnaia, qui gagne. Bagnaia, il finit par terre. Et là, le public italien, mais ça pourrait être très très marrant. Ouais, ça pourrait être très très marrant. Il va y avoir du jet de macaroni dans les tribunes. Attention les yeux. C'est sûr. Allez, pour conclure, donc juste pour vous rappeler que le week-end dernier s'est tenu sur le circuit de Carole l'avant-dernière manche du FSBK. 2 titres ont été remportés, donc tout d'abord par Corentin Perolari en 600 Super Sport, et l'autre par Loïc Arbel en FSBK Challenger. D'ailleurs, juste un petit truc par rapport au FSBK, je crois qu'Ophélie a traîné dans le paddock et elle nous prépare des petites interviews qui vont régaler, je pense. C'est ça. Je crois qu'elle a fait 2-3 interviews assez sympas, donc restez avec nous sur les prochains épisodes et vous aurez peut-être la chance d'écouter les interviews récoltées par Ophélie. Pour nous, c'est tout pour aujourd'hui. On va se retrouver la semaine prochaine, donc comme on l'a dit, pour le GP de Saint-Marin. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, Discord pour parler moto. Thibaut François, c'est un plaisir d'échanger avec vous pour cet épisode. Je vous dis à très bientôt. Ouais, plaisir partagé. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine et salut à tous. Salut, à plus.